Je vous propose un échange avec les différents intervenants, à commencer par toi, Slavek. Quand on a préparé cet échange, on s'est posé la question des schémas de certification, et en particulier, on s'interrogeait comment vous faites au niveau de l'ENISA pour faire aboutir un schéma de certification qui va devoir s'appliquer à 27 pays. Comment est-ce que vous y prenez ? Oui, c'est un petit défi en fait de réunir, disons, des avis de 27 États membres. Mais bon, là, ça aussi, ça dépend un tout petit peu des domaines qu'on traite. Parce que, par exemple, maintenant, on est en train de transposer le framework qui existe déjà en SOGIS. Alors là, le problème, disons, est moins de mettre tous les États membres en accord, mais plutôt de transposer correctement quelque chose qui marchait déjà. Quand il s'agit de domaines comme par exemple le cloud, il y a deux pays, en fait, l'Allemagne et la France, qui avaient déjà quelque chose en certification sur le cloud. Donc là, c'est vrai que mettre, disons, à la même table deux grands pays et puis aussi une partie des entreprises privées et arriver à aboutir à un accord entre eux, ce n'était pas facile, bien que faisable. Donc, ce que nous avons comme point d'appui, c'est surtout les standards. Donc, s'il y a un domaine qui est bien standardisé, on peut s'appuyer sur les standards internationaux. Et dans ce cas, la chose est plutôt simple, parce que dans le domaine de cybersécurité, on n'a pas ce domaine n'est pas over-standardized. Il n'y a pas de standard qui soit vraiment... il n'y en a pas tellement beaucoup. Donc, on a un manque de standards. Et alors là, comme François a expliqué, que établir un standard, ça prend presque 3 ans. Et nous, on va avoir besoin de standards pour nous appuyer là-dessus. Et parfois, nous aurons besoin de ces standards beaucoup plus tôt que dans 3 ans. Donc, comme ce rolling plan, par exemple, que je mentionnais pendant mon intervention, il faudrait en fait en faire sorte de lier ce rolling plan pour la certification avec le rolling plan pour la standardisation. Et alors à ce moment-là, probablement on peut parler d'aboutir à des accords entre les pays, parce que comme ça on s'appuierait sur les standards et pas sur les méthodes qui sont d'application dans les États membres. D'accord. Et donc, au niveau des normes et de l'expérience que tu peux avoir côté AFNOR et ISO, ce processus de collaboration, tu as évoqué plusieurs années même de délai pour pouvoir aboutir à une norme. Comment est-ce que cette collaboration et les compromis qui sont propres à l'élaboration d'une norme peuvent-ils contribuer à la valeur de ces normes ? Oui, en fait, ça dépend d'abord des parties prenantes qui travaillent à un référentiel d'exigence. Lorsqu'on a des parties prenantes qui sont ultra motivées pour faire sortir leurs propositions, on a des cycles de vie plus courts. Et c'est en particulier le cas du comité technique joint du CEN et du CNELEC, le JTC numéro 13, qui traite de la cybersécurité en Europe. Et là, il y a des groupes de travail qui sont extrêmement motivés. On a vu en quelques séances des pays se mettre d'accord très vite sur des référentiels d'exigence qui vont intéresser notamment les objets connectés. Pour revenir sur la pertinence qui est issue d'une proposition d'exigence, nous sommes tous guidés par la pertinence qui ressort du document. Il faut que, dans notre idée, c'est qu'un document doit être producteur de robustesse. Si un document n'est pas producteur de robustesse dans les faits, la robustesse se définit par l'aptitude à résister à des attaques. On n'est plus du tout dans l'esprit, non seulement dans l'esprit des groupes de travail de l'ISO, des groupes du travail au niveau européen au CEN-CNELEC ou à l'ETSI, mais en plus on sort de l'esprit du Cyber Security Act qui, je le rappelle, a défini 3 niveaux d'assurance sécurité, le basique, le substantiel et l'élevé,
Pourquoi ces 3 niveaux ont été définis? Parce qu'il y a une conscience très claire du niveau de robustesse qu'un domaine donné doit mettre en place. Et encore une fois, la cybersécurité européenne n'est pas l'affaire des purs players cybersécurité, c'est aussi l'affaire des industriels qui, dans leur cycle de vie, doivent mettre en place ces exigences de sécurité au beau moment du jalon du cycle de vie pour que cette robustesse apparaisse dans les specs, mais aussi puisse être testée au moment de la conception, du développement détaillé et vérifiée ensuite en production. D'accord, merci. Eric, quand tu as évoqué les dilemmes face auxquels tu te trouves, en particulier liés au RGPD, Slavek évoquait tout à l'heure le fait que l'ENISA travaille désormais sur des mécanismes de certification. Est-ce que tu penses que cette voie peut être une voie de sortie, ou en tout cas un axe d'amélioration, ou un levier sur lequel tu pourras t'appuyer? Alors, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui puisse m'appuyer sur la chose, mais on va parler pour les entreprises extérieures, ce qui est important. Et en ça, effectivement... Tu représentes la communauté des entreprises. Oui, c'est ça, voilà, quel talent. Voilà, ce qui est important, c'est que pour ces acteurs-là, en fait, le message soit clair et pas ambigu. Qui ne soit pas dilué dans plusieurs sous-dossiers, sous-textes. Une norme, un label peut parfaitement contribuer à cette uniformisation du message et se dire que oui, voilà la parole d'évangile, et si vous voulez répondre au plus grand nombre, vous devez vous appuyer sur ces textes-là. Il faut juste faire attention à ce niveau-là, c'est que, les normes ou les labels ne soient pas trop exigeants, de manière à ce que ça ne soit pas les acteurs majeurs qu'on a tous en tête, qui puissent répondre en tant que mise en œuvre, et puis par ailleurs que ça ne soit pas aussi des acteurs majeurs qui puissent répondre en termes d'accompagnement. A contrario, il ne faut pas non plus que ce niveau-là soit trop bas. S'il est trop bas, on va se retrouver avec la difficulté de les acteurs qui sont aujourd'hui matures sur le sujet. En France, on en a évidemment plein du fait que la loi informatique et liberté existe depuis très longtemps chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces acteurs-là? Ils vont dire, votre norme, elle est bien gentille, mais aujourd'hui, elle ne répond pas à mes exigences, ou elle ne répond pas aux exigences de mon autorité de contrôle ou de la loi. Et donc, moi, je vais avoir mes propres exigences, et puis la norme, on va voir ce qu'on en fait plus tard. On le voit déjà aujourd'hui, en fait. Alors je ne parle pas pour ma situation actuelle, mais peut-être pour ce que j'ai vécu juste avant. Les textes imposent ou n'imposent pas des choses. Je vais prendre le cas du DPO. Le DPO, sauf cas particulier, n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et malgré tout, les entreprises en France ont cette culture du correspondant informatique et liberté du fait de la loi informatique et liberté. Et dans leurs exigences aujourd'hui, même si le DPO n'est pas obligatoire, elles demandent à ce que le DPO soit en place dans les entreprises qui sont ses sous-traitants. Voilà. Effectivement, je confirme, j'y ai été moi-même confronté. Ce que je vous propose, c'est de conclure par une question commune, vous posez la même question à tous les trois. Comment est-ce que, là, on a parlé, en fait, à travers vos interventions, on a pris un prisme réglementaire, donc les lois, la réglementation, les normes volontaires, la certification. Comment est-ce que vous voyez la collaboration et la complémentarité de l'ensemble de ces axes pour les entreprises, entre les normes, la réglementation et les certifications? Qui souhaite commencer? Alors d'abord, cette complémentarité, cette articulation, on la trouve extrêmement bien décrite dans le Cyber Security Act. Si on reste dans un contexte européen, c'est à partir de référentiels de sécurité et de méthodologies d'évaluation de la sécurité normalisées par des normes internationales et européennes de préférence que cette articulation est mise en place. Donc les schémas de certif en Europe vont s'appuyer, c'est sûr, sur de la norme internationale et en particulier européenne. Tu confirmes, Slavek? Donc voilà, quand on est en train d'établir, de travailler sur le schéma de certification, on essaye d'être le plus transparent, le plus inclusif que possible. Donc en fait, surtout on s'appuie sur des standards, ça j'ai dit déjà. Et tout le framework, donc tout le cadre, comme je disais avant, est volontaire. Donc ça veut dire qu'en fait, on veut avoir de plus en plus de stakeholders qui soient part de ce cadre, mais il n'y a pas d'obligation, disons, d'y participer.
C'est un peu notre tâche d'établir des schémas d'une telle manière que les stakeholders voudraient en fait adhérer à des schémas, voudraient être certifiés ou voudraient certifier. Tu penses que tu auras envie d'adhérer ? Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que voilà, il faut encore une fois harmoniser pour apporter cette visibilité. J'insiste malheureusement peut-être lourdement sur ce sujet. Et par quoi ça peut passer? On demande comment on peut collaborer avec ces instances-là. Peut-être que des organismes comme le CEPD participent à ces travaux, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, on est dans une période de grand débat participatif. Voilà, ouvrir la porte aussi à ces organismes-là pour faire entendre les petites voix et faire en sorte que ça ne soit pas un mur brutal à prendre. Voilà. Je te remercie, je vous remercie tous les trois. Et nous allons pouvoir conclure. Donc, merci à vous.